Bonjour à tous, bienvenue pour le Conseil Bourse de la semaine. On retrouve, vous en avez l'habitude, Franklin Pichard. Bonjour Franklin. Oui, bonjour Thomas. 3 semaines de hausse consécutive sur l'indice CAC 40. Est-ce que c'est, comme certains l'écrivent, le retour en faveur des bourses occidentales? Oui, on peut peut-être le dire. Cela dit, c'était quelque chose qu'on avait un peu écrit et dit. On avait une résistance. Le niveau de 4000 points, on l'avait répété au moins depuis le mois de juin. 4080, une résistance. On a fait autour de 4057 points au plus haut vendredi. Là-dessus, le marché corrige un petit peu et prend ses bénéfices. On va être dans une semaine un petit peu trouble. Est-ce qu'on va franchir cette résistance? 4080. On vend la nouvelle, c'est l'expression des boursiers. Oui, c'est toujours ça le sujet de fond. On vend la nouvelle et c'est difficile de battre ce qu'on fait. Donc on va hésiter un petit peu là pendant cette semaine. Parce que les nouvelles sont plutôt bonnes dans l'ensemble, aussi bien sur le front macroéconomique que microéconomique. Alors si on prend ça dans le détail, on commence peut-être avec l'Allemagne qui publie des chiffres impressionnants au niveau macro. Des chiffres impressionnants, des indicateurs de confiance d'activité et autres qui battent les attentes, des perspectives de réduction de la dette qui sont 2,5 de déficit 2,5 en termes de PIB à faire pâlir le reste des pays de la zone. Oui, on est dans un cercle un peu vertueux où l'Allemagne s'affirme une fois de plus on comme devrait en profiter, la ça, locomotive. de la dynamique allemande. Oui, on profite de cette dynamique allemande et puis on profite aussi d'un regard un petit peu différent qui se pose sur certains émergents. Donc, on fait du volume sur l'Europe, de gros volumes, plus de 5,5 milliards vendredi, et puis des journées à plus de 4 milliards les jours précédents. Donc, véritablement, on sent que les investisseurs se réintéressent à cette zone pour le moment. Avec des émissions obligataires qui se passent dans l'ensemble plutôt bien, là où on craignait aussi le pire. Et elles se passent même toutes très bien, avec des taux qui sont en légère baisse, des montants au rendez-vous. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la forme que prennent ces émissions, où on voit des syndications, c'est-à-dire on confie à des banques le soin de placer l'émission dont on a besoin, plutôt que d'aller se jeter comme ça une journée en pâture au marché et de voir ensuite le soir si ça a marché et comment. Donc là, c'est une façon beaucoup plus confortable. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait, la Belgique le fait. L'ensemble des pays de la zone qui peuvent être un petit peu frileux ou inquiets sur la façon dont se déroulera leur émission font appel à la syndication, remettent ça à un pool de 5 ou 6 banques qui, elles, vont placer ça à leurs clients. Donc on voit que psychologiquement, en tout cas, on a l'impression que ça se décante, que ça va un peu mieux dans la zone euro, en tout cas. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à un arbitrage peut-être entre zones, un petit peu moins d'Asie pour rajouter une petite pincée d'euros ? C'est ça qui expliquerait cette bonne tenue des places européennes? Oui, ça peut être ça. Vous savez, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a ce grand sujet et ce rôle qu'essaie de jouer la Banque populaire de Chine, de freiner cette surchauffe, de freiner cette économie en encadrant le crédit, en créant des fonds propres pour les banques, en essayant de mettre un petit peu les banques en difficulté pour freiner cette inflation. D'éviter l'emballement du cheval. Et éviter, tout à fait. Alors aujourd'hui, on essayait en Chine de faire un atterrissage en douceur. Ça ne marche pas. Donc ce que craignent les investisseurs, c'est qu'on fasse un atterrissage brutal. Et qui dit atterrissage brutal, dit inquiétude des investisseurs et des marchés, qui du coup regardent un petit peu avec les yeux de Chimène davantage la zone euro, ce qui est assez nouveau. Il faut avouer que ça fait des années qu'on n'avait pas eu ce type de réflexe. D'un point de vue de l'actualité, on est toujours dans la période des publications trimestrielles américaines. De ce côté-ci, comment ça se passe? Écoutez, globalement, on a déjà 15 jours derrière nous. La première semaine, il y avait eu 3 publications essentielles. La semaine dernière, on a soufflé le chaud et le froid. Pas mal la semaine dernière. Alors, on a eu du bon et du mauvais. Plutôt dur quand même, les banques américaines. Dur du côté de Citi et de Goldman, mais bon du côté de Visa. Il y a eu... On a un petit peu tout. Cette semaine, on va avoir du lourd. On a plus du quart des sociétés du Standard & Poor's 500 qui vont publier. Donc là, on va avoir un indicateur important. On a des indicateurs économiques. Donc entre publication des entreprises, où on voit qu'à chaque fois, les analystes, maintenant, ont remonté leurs objectifs et où la place attend énormément des publications, on a un petit peu de déception et on vend la nouvelle lors des publications. Il y a un autre phénomène qui pourrait faire croire qu'on plafonne peut-être ou qu'on est proche du plafond, c'est les rotations sectorielles. En général, quand on arrive à ces rotations, c'est qu'on se dit que ça s'essouffle un peu aussi la dynamique, non? Oui, et puis
c'est, voilà, l'année dernière, on a ignoré les financières, on a ignoré les télécoms, on s'est réveillé en fin d'année sur les SS2I, etc. Eh bien, on voit que cette année, en ce début d'année, tout ce qui est SS2I, techno, télécom et financière, eh bien, on le vend en poupe et bénéficie de cet arbitrage sectoriel, comme on le dit. Un mot sur l'agenda. Qu'est-ce qu'on va surveiller cette semaine? Il y a Obama, hein, je crois, qui fait son discours sur l'état de l'Union chaque année, un discours important. Voilà, état de l'Union, on va avoir la Fed, on va avoir quelques indicateurs économiques, on finira en fin de semaine par le Michigan, toutes sortes d'éléments qui vont mailler un peu cette semaine. Trichet aussi, hein, qui prendra la parole. Et Trichet, qui a déjà pris la parole en disant que sa préoccupation majeure était de contrôler et d'éviter qu'on ait de l'inflation, et qu'il n'attendrait pas d'avoir des bons résultats et que l'économie délivre, s'il le fallait, pour éviter qu'on ait le fameux 2,2% qu'on a actuellement d'inflation. Et s'il le faut, il remontera les taux. Je pense que c'est plus une menace qu'une réalité, mais on verra. Bon, à suivre donc. En tout cas, voilà, une semaine qui va être riche encore en publication. Oui, passionnante encore. Et on la décortiquera ensemble la semaine prochaine. Merci Franklin. Merci. On passe au conseil valeur avec Guillaume Muet. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Avant de parler de la valeur qui va nous intéresser aujourd'hui, un petit suivi des précédents conseils. On avait évoqué Sopra. Où en est ce dossier? On avait évoqué Sopra effectivement il y a 6 mois. Un titre qu'on a gardé en portefeuille et qu'on avait acheté sur la zone des 55 €. Une SS2I. Une SS2I, secteur qui, selon nous, reste toujours très bien orienté. Notre objectif de cours a été atteint la semaine dernière. Nous avons choisi de prendre nos bénéfices à 65 € comme prévu sur ce titre, bien que le spin-off d'Axway, serpent de mer de l'année dernière, est en train de ressortir avec une possible introduction. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on risque de reparler de ce dossier peut-être en 2011. C'est un dossier qui pourrait faire l'actualité, donc nous n'hésiterons pas à nous replacer sur fort repli pour éventuellement jouer cette introduction d'Axway. D'accord. En attendant, le contrat a été rempli, un gain intéressant sur l'action Sopra. Alors aujourd'hui, on va rester dans le domaine un peu de la techno avec un acteur français qui s'appelle Arcos. Société française, je vous laisse présenter Arcos. Arcos, plus petit acteur donc sur la technologie que Sopra, bien évidemment, un secteur différent. 100 millions d'euros de capi. 100 millions d'euros de capi, le spécialiste français des périphériques mobiles avec une gamme de 3 produits. Historiquement, les baladeurs MP3, MP4 dont il est l'inventeur. Les mini-ordinateurs netbook sous système d'exploitation Windows et depuis 2 ans, les célèbres tablettes multimédia type iPad. Le petit Gaulois qui défie le géant Apple, c'est un peu ça, quelque part, l'histoire qui est contée autour de cette société. C'est un petit peu l'histoire, effectivement. On espère que Arcos va pouvoir, dans l'ombre du géant américain, aujourd'hui se frayer un chemin et nous pensons qu'Arcos a connu 3 années difficiles. Oui, alors c'est ça, c'est pas la même success story. Et là, c'est vraiment un dossier qu'on appelle de recovery, c'est-à-dire le retournement. Un pur dossier de retournement selon nous. Le time to market sur les tablettes avait été manqué, puisqu'Arcos a été le premier à les sortir en 2008, mais n'a pas pu rencontrer son public à ce moment-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait sur ce dossier? C'est un peu le syndrome français, on a des bonnes idées, mais on n'arrive pas à les vendre. C'est-à-dire que d'un point de vue technologique, les produits étaient presque en avance sur leur temps, si je vous entends bien, mais ça n'a pas eu le succès d'un Apple, par exemple, qui a apporté la grosse caisse américaine. Tout à fait, c'est un peu ce problème qu'on retrouve régulièrement, une technologie française de pointe, pas du tout à rougir par rapport à la concurrence internationale, mais le savoir-faire d'Apple en termes de marketing a fait la différence. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que le retournement est justement possible puisqu'on a assisté l'année dernière au décollage du marché des tablettes multimédia, grâce à Apple, il faut le dire. Une récente étude du cabinet Gartner parlait de 20 millions d'unités vendues l'année dernière, 55 millions cette année et plus de 400 millions en raison 2014. Donc pour vous, c'est qu'une question de timing ? C'est une question de timing, c'est une question également de marketing. Arcos va développer énormément en termes de communication, en termes de design produit. Et nous pensons qu'il est repositionné aujourd'hui à la fois technologiquement et commercialement pour profiter de l'engouement sur ces tablettes. Technologiquement, qu'est-ce qui change ? Technologiquement, Arcos a récemment embarqué sur ses tablettes tactiles le système d'exploitation Android de Google, qui lui permet de combiner à son savoir-faire aujourd'hui un univers d'applications multimédia aussi perfectionné que celui d'Apple. D'une part, on a eu récemment
le salon mondial de Las Vegas de le CES, l'électronique, oui, le CES la en mode début d'année. était, enfin, il y avait je ne sais pas combien de tablettes. Donc Arcos, maintenant, après être parti trop tôt, va réussir à tirer son épingle du jeu parmi la trentaine, je crois, de tablettes qui a été présentée. Voilà, c'est cet avantage concurrentiel finalement qu'ils ont réussi à conserver. Ils ont présenté une nouvelle gamme de tablettes élargie. Certaines d'entre elles bénéficieront d'un disque dur intégré de 250 gigaoctets, ce qui en fait la plus puissante du marché. Et puis, commercialement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Arcos souhaite attaquer ses concurrents sur les prix, avec des produits qui vont balayer un segment beaucoup plus large, une entrée de gamme dès 99 €, alors que Apple est, par exemple, bien au-delà de 400 €. Un dernier point sur la distribution, c'est important hein, aussi, ce maillon aller jusqu'au consommateur. Là aussi, il y a des choses qui bougent. Distribution, des choses qui bougent, un axe de développement prioritaire pour Arcos en 2011. Il faut savoir qu'avec l'avancée récente sur les tablettes, ils ont pu reconquérir des distributeurs très importants, Best Buy et Radio Shack aux États-Unis, respectivement les numéros 1 et les numéros 2. Pour cette nouvelle année, l'accent sera mis sur la zone Asie-Pacifique, pour des raisons qu'on a maintes fois évoquées ici, et qui ne représentent aujourd'hui que 5% des ventes. Des contrats ont d'ailleurs déjà été signés avec la Corée en ce début d'année. Bon, on termine sur la recommandation. On voit l'action Arcos qui s'inscrit sur l'écran. Quelle est-elle ? Alors notre recommandation, Arcos reste après un trou d'air de 3 années sur 4 trimestres consécutifs de croissance. Les chiffres 2010 devront, selon nous, confirmer une accélération. Le management a fait état d'une période de Noël très profitable et d'un carnet de commandes important. On rentre à quel prix alors? Là, on est à 5,14 ce lundi. Nous jouons un repli du cours qui est très volatile ces dernières semaines sur 5 € pour nous positionner. D'accord, on rentre à 5 € et on un vise objectif court terme à 6 € pour profiter de la recovery en cours et surtout de l'annonce des résultats et du chiffre d'affaires 2010 très attendu pour mi-février. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Le suivi des conseils Barclays Bourse avec Pascal Plunet. Bonjour Pascal. Bonjour Thomas. Avant de parler de la valeur qui nous intéresse aujourd'hui, un petit suivi des conseils. Gemalto, c'était le dossier que l'on avait évoqué ensemble il y a quelques temps. Oui, tout à fait. On avait préconisé la Gemalto sur des niveaux de 29 €. C'est un titre qui revient bien sur la scène en devant d'année avec en ce début d'année des annonces sur le paiement sans contact. On avait évoqué ce potentiel de croissance. On a un gain de 18% actuellement, mais on pense que l'histoire n'est pas terminée. On est à peu près à 34,50, 35 €. On visait 39. On peut conserver cette position pour l'instant. On vise toujours 39 sur Gemalto. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va rester dans la thématique des SS2I. Je dis ça parce qu'on a parlé auparavant du suivi de Sopra avec Capgemini. C'est la valeur que vous avez sélectionnée. Pourquoi ? Tout à fait. Alors au moment où effectivement on est tenté de prendre des bénéfices sur Sopra, on regarde le parcours de Capgemini qui n'a pas été aussi bon. Et ce qui est très intéressant pourtant, c'est qu'il y a une inflexion très forte en fin d'année, à partir du 3e trimestre, un rebond de l'activité et notamment un rebond de plus de 14% des commandes sur un an, ce qui est un signe très très fort. Les budgets reviennent de quel secteur? Alors il y a de l'argent qui revient sur les SS2I? Oui, alors mais ce qui est intéressant, c'est que Cap a su faire des arbitrages assez bien vus, notamment se désengager un petit peu sur le secteur public sur lequel il était assez exposé, surtout au UK. Malgré lui, presque. Malgré lui, oui, tout à fait, historiquement avec les contrats qui avaient été signés, mais réallouer des effectifs sur le privé, notamment dans le domaine bancaire et le domaine financier. Il faut rappeler les métiers d'un Capgemini. Il y a 2 métiers historiques, on peut dire, l'intégration d'une part, et puis d'autre part l'infogérance, avec une mode vers l'infogérance ces dernières années. Oui, tout à fait, une mode avec effectivement le calcul qui a été fait d'essayer d'aider les entreprises à améliorer leur rentabilité et puis à capter des contrats longs d'infogérance qui étaient assez rentables qui pour est en fait l'externalisation des services informatiques des grands groupes. Exact. Alors ces 2 métiers sont quasiment existants à part égale actuellement dans l'activité, 40% sur tout ce qui est conception, intégration de systèmes et à peu près 36% sur l'infogérance et la gestion d'infrastructures. Alors malgré tout, il y a toute médaille à son revers. L'infogérance en général permet d'avoir plus de visibilité. Ce sont des contrats long terme, mais en général les marges sont plus négociées, plus tirées vers le bas. Exact. Et c'était un reproche justement qui pesait notamment sur l'action Cap. Comment vont ces marges en ce moment? Alors ces marges, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles sont en amélioration, assez notable.
puisque Cap pense pouvoir sortir 6,5% de marge sur le deuxième semestre 2010, alors qu'on tablait encore sur 5,3, 5,4 au premier semestre. Donc on sent qu'en effet, il y a un retournement un peu conjoncturel, une amélioration. Les sociétés refont des chèques pour mettre à jour ce qui ne l'a pas été ces derniers mois, ces dernières années, parce que voilà, on serrait tous les budgets. Tout à fait. Effectivement, on s'attendait à cette thématique de réinvestissement des entreprises. On a maintes fois évoqué avec la reprise industrielle. Et on parlait de Gartner tout à l'heure, c'est un cabinet de référence. Ils estiment à plus de 3 000 milliards de dollars le réinvestissement sur le secteur technologique cette année. Donc il y en aura certainement un peu pour Capgemini. Sans doute des grosses miettes. Pas de dette, du cash en caisse, pourquoi faire? Belle position, à peu près 1 milliard de cash actuellement, 1 milliard d'euros, pour faire des acquisitions de taille moyenne, de la croissance externe, en ciblant bien toujours le secteur privé avec un gros pari qui est fait par Cap sur le secteur bancaire et le secteur financier. Et encore et toujours, on l'a dit plusieurs fois avec vous ensemble dans nos interventions, intervenir sur les zones en croissance. Donc des acquisitions de taille moyenne sur l'Allemagne, l'Inde et aussi le Brésil. Et ça devrait plaire au marché? Ça devrait plaire au marché. En tout cas, nous, ça nous plaît parce que sur le Brésil, l'acquisition de Capgemini qui a été faite il y a quelques mois, qui a été finalisée au deuxième semestre de CRM Braxis, c'est l'acquisition de la première SS2I brésilienne et ça ouvre la porte pour Cap à des acteurs de référence, notamment Bradesco, qui est la première banque brésilienne. On voit l'action qui s'affiche un peu plus de 37 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? On va essayer de se positionner à l'achat vers 36 euros. Donc on attend que ça redescende un peu. Oui, on peut attendre un petit peu, un petit repli. On vise 42 euros. On estime qu'il y a 15%. Et puis pour ceux qui nous auraient suivis sur Sopra, il est tentant de prendre les 20% et d'arbitrer donc sur Capgemini à l'achat sur 36 euros. On vend Sopra, on achète Capgemini. Voilà un arbitrage de ce début d'année. Merci Pascal. Merci Thomas. À bientôt.